Écoute, donc on va commencer donc Mohamed par te présenter peut-être tout d'abord. Euh, Vous organisez des salons pour l'offshoring en France et au Maroc. De nombreuses personnes ont une vision très réductrice de ce que ça représente. Et tout de suite, quand on parle offshoring, ils pensent centre d'appel. Qu'est-ce que ça cache véritablement l'offshoring en fait? Alors, en fait, l'offshoring, c'est un mouvement qui est né il y a un demi-siècle déjà aux États-Unis, vers des pays comme l'Inde. Ensuite, il y a une trentaine d'années, ça a commencé au niveau européen. Et depuis 20 ans, exactement 22 ans, le Maroc était le premier pays en Afrique qui a commencé, qui est entré dans l'ère de l'offshoring. Alors, ce qu'on entend par offshoring, au niveau des métiers de la relation client et du BPO, c'est tout ce qu'on appelle communément les centres d'appel, mais aussi l'informatique dans toutes ses dimensions, le BPO. Et l'offshoring s'est enrichi au fil des années. Alors justement, le offshoring au Maroc, c'est un point important puisque c'est 110 000 emplois, c'est 3% du PIB et le Maroc d'ailleurs est leader sur le marché francophone. C'est quoi les points forts de l'offre offshoring marocain? Alors, 110 000, c'était avant coronavirus, hein. Ah, d'accord. Donc, avec l'arrêt malheureusement de beaucoup de centres d'appel, surtout les petits centres d'appel qui font de l'émission, on est revenu à des chiffres qui restent quand même importants, qui se comptent en dizaines de milliers. Il faut rappeler que les tout premiers téléconseillers ont été recrutés exactement en 1999, il y a maintenant 21 ans. Et je me rappelle à l'époque, les téléconseillers à Rabat étaient déposés par leurs chauffeurs. C'était les enfants de la grande bourgeoisie qui découvraient les centres d'appel. Et puis en moins de 2-3 ans, ça s'est popularisé. Et aujourd'hui, comme le dit un grand professionnel des call centers au Maroc, M. Boutin, le Maroc est le seul pays africain dans lequel on a des call centers partout dans le royaume, c'est-à-dire dans 27 villes. Vous prenez même des toutes petites villes. Donc aujourd'hui, c'est devenu un métier populaire. Je pense que vous ne trouverez pas une seule famille marocaine dans laquelle il n'y a pas ou il n'y a pas eu un téléconseiller ou un superviseur. Donc c'est un métier qui est inscrit maintenant dans les traditions marocaines. Alors, vous parliez de 27 villes, mais il y a aussi des grands centres, des centres qui sont importants. Je pense notamment à Casablanca, à Rabat, et puis également à une nouvelle ouverture sur Oujda qui vient de d'ailleurs se dérouler il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ces grands pôles en fait, Alors, tout à fait. Ça aussi, c'est une spécificité marocaine, c'est l'existence de parcs dédiés totalement à l'offshoring. Il n'y a qu'au Maroc où vous trouvez 4 parcs qui sont à Casablanca, à Rabat, à Fès et maintenant à Oujda. Et ce sont des parcs qui emploient environ 60% de la main-d'œuvre qui travaille dans le secteur. Et donc, ces parcs, heureusement qu'ils existent, parce qu'on l'a vu avec la période du Covid, on a compté un seul cas de contamination positive au Covid dans un des parcs, et ce cas venait d'ailleurs d'une contamination familiale. Alors, le fait d'avoir ces parcs offshore aux normes internationales a permis à beaucoup de call centers installés dans ces parcs de continuer leur travail et tout en mettant en place aussi le télétravail. Alors, évidemment, donc, je rappelle, donc, les étudiants peuvent nous poser leurs questions, toujours en QR. Évidemment, s'ils ont des envies ou des besoins de poser des questions sur le offshoring, c'est Mohamed El Ouadoudi, évidemment, qui n'hésite pas. C'est avec grand plaisir que nous leur répondrons. Euh, Justement, parlons des étudiants, parlons de offshoring. Vous avez un peu évoqué tout à l'heure. Donc, ce n'est pas simplement la personne qui vous répond au téléphone. Voilà, aujourd'hui, même des élèves ingénieurs peuvent être en offshoring, c'est ça? Absolument. Les métiers de l'offshoring sont des métiers de l'externalisation. Et ces métiers nécessitent beaucoup d'ingénierie.
de l'ergonomie, également même au niveau informatique, au niveau télécom et au niveau organisation. Et donc pour les ingénieurs, le secteur de l'offshoring est un secteur très important. Je trouve d'ailleurs que toutes les écoles et les universités marocaines devraient inclure dans leur cursus une sensibilisation à l'offshoring. Parce que quand vous parlez de l'offshoring, en fait, vous parlez de toute l'économie qui existe, de l'industrie, etc. Savez-vous, par exemple, que on traite à partir d'une ville marocaine les trains qui démarrent de Bruxelles à Paris qui transportent du pétrole. On traite des dossiers de crédit, etc. Donc, pour les ingénieurs ingénieux qui ont des soft skills, etc., l'offshoring peut constituer une réelle opportunité. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure sur l'organisation du travail. Pour ce qui concerne les postes de travail des téléconseillers, il y a à concevoir des nouvelles positions de travail qui tiennent compte de la distanciation, de l'hygiène, etc. Ça, c'est un boulot d'ingénieur pour concevoir des maquettes, pour concevoir des architectures. Alors, on me demande, une question là de Mohsin Metwali qui me demande si les estimations qui demeurent hautement incertaines, est-ce que les chiffres convergent vers une hausse du chômage mondial? Est-ce que vous pensez du coup que le offshoring, ça peut être vu comme une solution ou au contraire qu'on va continuer dans quelque chose de plus incertain? En tout cas, l'offshoring et les métiers de la relation client ont démontré qu'ils sont au cœur de la gestion de la crise. Le citoyen marocain a vu, par exemple, plusieurs numéros d'appel qui ont été mis en place, des centres d'appel pour renseigner sur le Covid, pour renseigner sur le plan médical, etc. Il y a même des call centers internationaux au Maroc qui ont pris en charge quelques-uns de ces numéros. On a la démonstration que le métier du centre d'appel, il est au cœur de l'économie. Une étude a été faite en France qui a démontré qu'un citoyen français est en contact en moyenne avec 10 centres d'appel dans la journée. Quand il appelle EDF, il a un centre d'appel. Quand il appelle la SNCF, il a un centre d'appel et ainsi de suite. Donc, le centre d'appel est appelé à durer. Il va se transformer. Il se transforme déjà. On a les chatbots, on a beaucoup de technologies nouvelles, mais le call center reste au cœur même de l'économie mondiale. Il est appelé donc au contraire à se développer. Alors, là, comme notre public est essentiellement beaucoup d'ingénieurs, comment on apporte de la valeur ajoutée au offshoring? Je pense par exemple au centre, par exemple, pour le design de voitures, par exemple, qui est de PSA, qui est maintenant au Maroc. Enfin, je pense à des choses comme ça parce que, à nouveau, ça n'est pas parce qu'on parle de offshoring que forcément, il n'y a pas de contact physique, j'allais dire, pour aller en France, mais par contre, les gens travaillent bien pour des grandes usines et des grandes entreprises. Absolument. Nous avons un grand boulevard d'opportunités aujourd'hui avec le Covid. Le Maroc est à quelques encablures de l'Europe et il ne tient qu'à nos ingénieurs aussi d'être innovateurs et de capter des processus de travail dans les métiers industriels mondiaux, pas seulement en France, mais au niveau mondial. Donc aujourd'hui, c'est une course contre la montre dans laquelle on est engagé et on peut résumer ça, c'est innover ou disparaître. On ne peut pas, bien sûr, se contenter du centre d'appel d'il y a 20 ans qui reçoit des milliers d'appels en entrant, etc. Ça continue pour certains secteurs stratégiques, mais aujourd'hui, d'ailleurs, le terme même de centre d'appel a changé. Il y a des sociétés qui parlent de centres de multimédia, de BPO, etc. Si je prends le cas d'une entreprise comme Webhelp, elle est aujourd'hui, on la connaît comme un centre d'appel, mais c'est un concurrent des Big Five au niveau de l'ingénierie, au niveau de la conception. Donc, j'avais lancé il y a 15 ans déjà un slogan disant les centres d'appel, ce sont des industries de l'intelligence. Et donc, on est en plein dedans. Et qui dit intelligence dit ingénierie et ingénieur. Alors, justement, quels sont les avantages de l'offre marocaine? C'est l'infrastructure, c'est la formation, c'est le fait justement qu'on ait des gens brillants
justement au Maroc et des bonnes formations, j'allais dire, et une bonne infrastructure? C'est tout ça, vous avez bien résumé, mais il y a quelque chose, comme on dit, une marque spéciale du Maroc, c'est cet investissement que l'État a consacré sous l'impulsion de Sa Majesté. Et je rappelle toujours que si l'offshoring est né au Maroc, c'est grâce à la décision de feu Hassan II qui avait décidé la libéralisation des télécoms. C'est comme ça, c'était en 98, et c'est comme ça, une année plus tard, des compatriotes tunisiens ne pouvaient pas créer leur centre d'appel en Tunisie parce qu'il n'y avait pas cette libéralisation. Donc, c'est parti de cette volonté royale. Maintenant, ce qui est fondamental dans la réussite marocaine, ce sont des milliards de dirhams qui ont été injectés dans ces parcs technologiques, dans la formation, etc. Je rappelle que l'OFPPT et l'ANAPEC sont les deux bras armés des ressources humaines. Dès les années 2000, ils ont été sur ce créneau-là et ils forment des milliers et des milliers de personnes. Et je pense que le Maroc va garder cette avance du fait de cet investissement. Il ne s'est pas contenté d'accueillir cet argent qui vient de l'extérieur. Au contraire, il a investi, il continue à investir et c'est ça la bonne méthode pour pérenniser l'offshoring. Alors, vous parlez de pérenniser l'offshoring, mais il y a quand même des inconvénients à l'offshoring. Il y a des choses qui, pour l'instant, ne posent problème. Je pense notamment au problème de la data, au problème de la donnée, notamment avec l'Europe. C'est un point sur lequel aujourd'hui ça bloque. Juste avant que vous répondiez, je demande juste aux étudiants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à M. Wadoudi. Donc, on parle du offshoring, qui est quand même un secteur très important, puisque ça se compte en dizaines de milliers d'emplois au Maroc et que c'est partout au Maroc, évidemment. Je vous laisse répondre. Donc, ma question concernait qu'est-ce qui bloque aujourd'hui sur la question du offshoring marocain? Alors, effectivement, vous avez raison. En 2009, le Maroc a mis en place la CNDP, donc la Commission nationale des données personnelles, qui est l'équivalent de la CNIL en France. Et la CNDP a commencé un travail de fond pour inculquer la culture de la protection des données. Aujourd'hui, aucun centre d'appel ne peut, je dirais, être considéré comme professionnel s'il n'a pas validé sa politique de protection des données au niveau de la CNDP. Et le problème se trouve au niveau de l'homologation de cette approche marocaine de la CNDP par l'Union européenne. Il y a déjà, je crois, 2 ou 3 ans que le Maroc a déposé cette demande d'homologation. Elle traîne toujours. Je suis parmi ceux qui trouvent que ça traîne en longueur. Cette homologation, elle est totalement méritée par le Maroc. On l'a vu dans le Covid, dans la crise du Covid, le ministère de l'Intérieur marocain, pour mettre en place l'application de tracking, il a été voir la CNDP pour valider que cette application de tracking ne nuit pas à la protection des données. Et il a donné son accord avec des réserves. Donc, on a bien un organisme indépendant, même vis-à-vis des pouvoirs publics, qui émet des avis et qui peut être aussi contraignant. La CNDP, elle peut sanctionner. Donc, c'est pour ça que je profite de l'audience pour dire qu'effectivement, il est temps que l'Union européenne homologue la politique de protection des données au Maroc. Alors, j'ai une question donc, de Mohsin Metwali qui me dit mais malheureusement, la non-disponibilité des ressources humaines, le non-multilinguisme, c'est la population active qualifiée, la fuite des cerveaux sont des freins pour ce secteur en pleine expansion. Alors, je vais reprendre quelques éléments de sa question. Tout d'abord, on est bon sur le secteur francophone au Maroc. Est-ce qu'on est bon aussi sur d'autres secteurs, d'autres langues, ou est-ce que justement on reste bloqué que sur le francophone? Et puis ensuite, je vous poserai d'autres questions par rapport à la fuite des cerveaux. Non, au niveau des langues, nous avons des pépites. Vous prenez Dell, qui est un centre, d'abord un fabricant d'ordinateurs mondial. Dell s'est implanté au Maroc il y a pratiquement l'an 2000. C'est un site multilingue.
on y parle l'espagnol, l'anglais, le hollandais, etc. Dell vient de reconduire pour 6 ans son bail à Casa Nearshore. Il y occupe un espace de plus de 25 000 mètres carrés et donc ça valide, bien au contraire, le multilinguisme. Mohsin a raison sur le fait que si on compare la population marocaine par rapport à ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, eh bien, c'est encore modeste. Et donc, d'où l'importance de former notamment à l'anglais. Aujourd'hui, nous accompagnons à Oujda un opérateur qui va proposer presque 800 emplois en anglophone pour le marché australien, etc. Donc, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui existe, mais qui doit être développé de manière beaucoup plus importante. Alors, ça pose, la deuxième partie de la question qui était tout à fait intéressante dans la question de Mohsin, c'était l'histoire de la fuite des cerveaux. On sait aujourd'hui qu'il y a un vrai problème sur le Maroc, notamment par rapport aux ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin même de beaucoup plus d'ingénieurs. Est-ce que l'offshoring, c'est un moyen justement d'éviter cette fuite des cerveaux, d'éviter que nos ingénieurs partent à l'étranger et qu'ils puissent rester chez nous au Maroc? Oui, je rappelle que des entreprises mondiales, des SS2I comme Capgemini, comme CGI, etc., ils emploient des milliers d'ingénieurs au Maroc et la moyenne d'ancienneté, elle est de 8, 9, 10 ans chez ces ingénieurs. La fuite de cerveau est un phénomène mondial. Pour l'arrêter, il faut des politiques d'incitation. Aujourd'hui, le Maroc, il a suffisamment, je dirais, les moyens pour garder sur place beaucoup de ces ingénieurs. Maintenant, il est certain que si je prends un domaine comme la cybersécurité, là, le Maroc connaît un déficit et il y a une urgence pour former des ingénieurs en cybersécurité. Je rappelle le chiffre mondial, il y a une pénurie de 6 millions de profils dans les métiers de la cybersécurité. Nous avons au Maroc un leader qui est Data Protect, qui souffre de la concurrence du Luxembourg, de la France, qui viennent lui piquer ses ingénieurs. Donc, mais c'est la guerre, c'est comme ça. Donc, c'est à nous d'être innovants, de mettre en place de l'incentive, d'encourager. Et puis, il faut savoir que l'ingénieur marocain est malgré tout nationaliste et patriote. Il aime son pays. Dès qu'il trouve des moyens, je dirais, suffisants pour vivre, il s'installe. Et je vous donne l'exemple de Oujda, où je me trouve actuellement. Il y a plusieurs dizaines d'ingénieurs qui ont un salaire moindre qu'à Casa ou à Paris ou à Londres, mais qui préfèrent la qualité de vie, qui préfèrent la proximité avec leur famille. Et ça, c'est des facteurs importants. Alors, on a pas mal de questions donc, qui arrivent également sur les liens du Courrier de l'Atlas, puisque je rappelle qu'on est en Facebook Live également sur le Courrier de l'Atlas. Une question toujours sur cette histoire de formation, d'infrastructure. Le Maroc est bien pourvu. Qui sont les concurrents du Maroc? C'est l'Afrique, c'est les pays de l'Europe de l'Est. Qui aujourd'hui nous concurrence sur ce terrain de l'offshoring? Non, le concurrent du Maroc, c'est la France, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, avec des politiques, entre guillemets, de relocalisation, de primes, etc., peuvent être, je dirais, à l'origine de certaines relocalisations. Pour ce qui concerne les pays d'Afrique subsaharienne, au contraire, le Maroc est dans une position d'investisseur. C'est-à-dire il y a beaucoup de centres d'appel qui ont pris le chemin vers l'Afrique subsaharienne et aujourd'hui, Dakar et Casablanca travaillent en parfaite harmonie dans le domaine de la relation client, dans le domaine du PPO. L'Europe de l'Est est un concurrent sérieux, mais l'Europe de l'Est, c'est l'Europe aussi. Donc, on ne peut pas considérer qu'ils sont nos concurrents. Si on prend le bassin de la Méditerranée, le Maroc reste le leader dans les métiers de la relation client, dans les métiers de l'ingénierie offshore, que ce soit en termes de chiffres, mais aussi en termes d'activité, de complexité des activités. Vous avez cité les bureaux d'études de PSA, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a dans le domaine aérien
Alors, ce sont des success stories qu'on est en droit aussi de garder jalousement. Pourquoi? Est-ce que le Covid, finalement, le Covid-19 a modifié vos prédictions, en tout cas sur ce qui concerne ce secteur du offshoring, ou est-ce qu'au contraire, on peut y voir encore un avenir? Bon, il y a une bonne nouvelle pour nos amis français, c'est que pendant le Covid, tous ces petits centres d'appel qui n'arrêtaient pas de les appeler à 21h et à 22h, ça s'est arrêté. J'espère que après la sortie du Covid, on pourra avoir donc un assainissement parce qu'on a des petits centres d'appel, ce qui est humain, ce qui prouve aussi le génie entrepreneurial. Vous avez un petit jeune qui s'installe dans un appartement et qui lance son petit call center. C'est humain. Et la Chine ou le Japon, ils ont commencé aussi comme ça. Maintenant, je dirais, la prévision est devenue un péché. Personne, on le voit, on prévoit, on se plante. Tout ce que je peux vous dire, moi je suis un homme de terrain, j'ai sillonné le Maroc, les call centers travaillent, les plus sérieux, les plus importants, les plus aussi entiers avec leur personnel. Ils ont sacrifié beaucoup. Je peux citer le cas d'un call center à Casablanca qui a loué 3 hôtels pour 700 salariés et chaque salarié avait sa chambre et pas n'importe quel hôtel, s'il vous plaît. Ce sont des hôtels de 4 et de 5 étoiles parce que c'est les seuls qui offraient une infrastructure télécom, une infrastructure informatique. Donc, ce call center, pendant 70 jours, a pris en charge 700 chambres dans des hôtels à Casablanca et les téléconseillers étaient protégés puisqu'ils étaient confinés, ils n'avaient pas le droit de quitter l'hôtel et ils travaillaient dans des conditions exceptionnelles. Je crois, je me suis un peu renseigné, c'est une première mondiale. Le télétravail tel qu'on le connaît, c'est à la maison. Mais faire du télétravail dans des hôtels, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est venu du cerveau d'un patron de call center qui nous vient de l'Égypte. Alors, énormément de questions concernant le offshoring. Tout d'abord, des questions qui viennent sur le site du Courrier d'Atlas, le Facebook, puisqu'on me demande alors quel est le salaire d'un téléconseiller et le taux de turnover. Je suppose que le salaire doit être lié à une question de Tahar Ben Boujma. Est-ce qu'il est lié à sa qualification, c'est ça? Plus on va amener de la valeur ajoutée, plus il sera mieux payé, c'est ça? Le salaire minimum au Maroc est aux alentours de 260 euros, 2600, 2700 dirhams. Les centres d'appel démarrent à partir de 3000 dirhams avec des primes, avec la mutuelle. Donc, nous sommes déjà au-dessus de la norme salariale marocaine. Je ne parle pas de certains petits centres d'appel qui abusent, qui offrent un salaire inférieur au SMIC, mais avec des primes. On ne parle que du secteur structuré. Et dans le secteur structuré, si vous prenez Casablanca, on est plutôt dans les 5-6 000 dirhams pour démarrer ou après 4-5 mois d'activité, plus les primes. Il y a des téléconseillers, et ils sont nombreux, qui peuvent atteindre 15 000 dirhams, 17 000 dirhams de salaire avec les primes, avec, je dirais aussi, l'ancienneté. Je peux citer le cas des ceux qui parlent le néerlandais au Maroc. Un jeune qui n'a pas de diplôme, mais qui parle le néerlandais, il peut espérer un salaire de 13 000 dirhams plus un logement. Donc, vous voyez qu'il y a des opportunités exceptionnelles. C'est d'ailleurs, paradoxalement, c'est ce qu'on reproche au Maroc. On dit que les salaires commencent à être un petit peu élevés. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ça évolue avec le temps. Mais Sylvain, qu'est-ce qui fait la différence? Déjà, est-ce qu'il y a un gros turnover? Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est avoir des langues que les autres ne parlent pas, ou c'est plutôt avoir des gens qui sont ingénieurs, de la forte valeur ajoutée dans les profils qu'on présente? Le turnover dans les centres d'appel est élevé, ce qui est tout à fait normal. La population qui vient dans les centres d'appel, c'est une population nomade. C'est des jeunes qui se cherchent encore. C'est des jeunes qui doivent découvrir s'ils ont la capacité de supporter une pression commerciale
de hiérarchie, etc. Donc, c'est un turnover qui est tout à fait normal, mais dans certains cas, il peut atteindre des proportions alarmantes. Et là, c'est le rôle du DRH d'analyser les raisons pour lesquelles il y a ce turnover. J'ai constaté que pendant le coronavirus, les entreprises qui ont dépensé et qui ont mis en place des dispositifs pour protéger leurs salariés, on a constaté une cohésion des salariés autour de leur entreprise. Ils se sont rendus compte, eh bien, mon entreprise, elle s'occupe de moi, elle me protège pendant ce coronavirus. Et les entreprises qui ont fait ça, ils récoltent un climat social exceptionnel. Une question justement de Abdullah Berami sur le site du Code de l'Atlas qui demande quel est l'impact économique du Covid-19 et la fermeture des frontières du offshoring au Maroc. Est-ce que ça a eu beaucoup d'impact? Une question également que pose Mohsen Metoualti à l'instant. Donc, quel impact ça a eu en fait? Si on prend l'impact au niveau du chiffre d'affaires, j'ai vu circuler des chiffres, mais il n'y a pas d'enquête sérieuse à ce niveau-là à ce jour. Il faut attendre que cette épidémie passe pour qu'on ait à ce moment-là une idée réelle. Si je prends le cas de grands centres d'appel, on constate une baisse de l'ordre de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires, mais qui va être rattrapé, Inch'Allah, après le coronavirus. Maintenant, si on prend l'impact sur le nombre d'emplois, eh bien, paradoxalement, il y a beaucoup de centres d'appel qui ont fermé en France et dans d'autres pays européens, et heureusement qu'il y avait le Maroc pour prendre en charge ces appels qui ne pouvaient plus être pris en charge en France. Et je rappelle enfin que le Maroc compte parmi ces centres d'appel les plus grandes structures européennes et mondiales. Et donc, ces structures mondiales ont investi des milliards dans leur implantation au Maroc, et donc elles ne peuvent pas, être avares de solidarité lorsqu'il s'agit d'un coup de pouce pour la trésorerie ou d'un marché à apporter. Alors, toujours des questions, beaucoup de questions. Hein. C'est un sujet qui passionne énormément. Déjà, une question de Mohamed Ziz qui répète que la fuite des cerveaux, on ne peut pas l'arrêter finalement, que l'économie mondiale est ouverte et il faudrait plutôt se servir des compétences qu'on a. Mohsen Metouati, lui, revenait sur l'idée que exactement la pandémie avait touché énormément les sociétés, que les entreprises européennes aujourd'hui pensaient peut-être relocaliser. Est-ce que vous pensez qu'ils vont relocaliser, que finalement ces activités qui avaient été données au offshoring vont revenir dans leur pays d'origine? La relocalisation est un faux concept. Pour relocaliser, il faut des années, il faut beaucoup d'argent parce qu'on ne va pas casser un processus qui fonctionne, qu'on a mis des années à mettre en place, pour, avec un coup de baguette magique, le remettre dans l'Hexagone ou ailleurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est totalement exclu. Maintenant, qu'il y ait des adaptations au niveau notamment, on l'a vu dans le cas du télétravail, que ce télétravail se développe en France, il va falloir observer si le télétravail en France va évoluer vers ce qu'on appelle le home shoring, c'est-à-dire un téléconseiller qui travaille chez lui. Est-ce que les Français vont être des millions à se bousculer pour faire du home shoring pour leur centre d'appel et ainsi diminuer les coûts? Je ne pense pas. L'offshoring est quelque chose de structurel au Maroc et c'est quelque chose qui se développe, mais qui n'est pas, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. L'offshoring est très concurrentiel. Alors, une question de Félia, qui est étudiante également, qui me pose pourquoi ce côté de l'ingénierie n'est pas mis en avant dans le monde de l'offshoring? Pourquoi on a toujours et toujours cette image du centre d'appel? Est-ce que c'est un problème d'information? C'est un problème d'image? Où est le problème sur l'offshoring et l'ingénierie? Non, en fait, il faut rappeler que l'offshoring est le premier secteur employeur au Maroc, toutes catégories confondues. Jusqu'à la période du Covid, les offres d'emploi du call center avoisinent les 200-300 offres d'emploi par semaine. Et c'est un recrutement de masse. Quand vous avez un recrutement de masse,
eh bien, on ne voit pas les recrutements qui concernent justement les fonctions support, les fonctions de l'ingénierie. Donc, c'est vrai que le profil téléconseiller ou informaticien de base sont en avant, mais derrière, parfois, vous avez sur un site de 300 positions, vous avez jusqu'à 20, 25 fonctions support. Et parmi elles, bien sûr, de l'ingénierie informatique, de l'ingénierie télécom, de l'ingénierie process. Et je recommande aujourd'hui, parce qu'on a un manque à ce niveau-là, et je l'ai constaté lors de la visite et de l'audit de pas mal de centres d'appel, nous avons un manque d'ingénieurs en ergonomie, d'ingénieurs en organisation du travail. Et là, il y a des possibilités importantes. Une dernière question avant de passer à Zineb Soussen, donc, qui est coach, donc on partira un peu plus sur la question de la manière de gérer l'emploi et de gérer à l'intérieur de l'entreprise. Donc une question qui est liée aux normes, les normes ISO, AFNOR, PCI, une question de Gilles qui dit ne suffisent pas quant à la sécurité des données. Le Maroc, par contre, a déjà développé la question des RGPD. Est-ce que cette question-là va être résolue bientôt? Oui, les offres en certification au Maroc sont pléthoriques. Il y a tout ce qu'il faut pour le secteur. Nous avons constaté un manque au niveau du télétravail parce qu'il y a des centres d'appel qui ont abusé aussi de ce terme. Ils ont dit à leurs salariés, tu rentres chez toi et tu utilises ton PC, ce n'est pas du télétravail. Donc, nous avons élaboré au sein de l'association Acasium le premier référentiel de télétravail dans les centres d'appel avec à peu près une trentaine de critères. Et je saisis l'occasion pour dire les call centers qui estiment avoir mis du télétravail, ils n'ont qu'à contacter l'Acasium pour vérifier est-ce que ça correspond à ce niveau-là. Et je pense que le télétravail, il n'est pas encore dans le code du travail marocain, mais il va venir et il constitue, puisque la thématique de votre webinaire concerne l'organisation du travail, là, on a un chantier très intéressant à travailler entre le home shoring, le salarié devient le centre de l'entreprise en travaillant chez lui, mais l'entreprise entre aussi dans la vie du salarié. Et ça, c'est un paradoxe que nos sociologues doivent analyser pour aller de l'avant. Ça va être une des questions, en tout cas, qu'on va poser sûrement à Zineb, qui va être en capacité de nous répondre juste après. Une dernière petite question, voilà, très rapide, de Félia, qui nous demande comment accéder à ces offres d'emploi concernant l'ingénierie en offshoring. Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a des possibilités de trouver ça facilement? Alors, accasion.com, vous aurez la liste des centres d'appel qui ont recours à ces ingénieurs et au métier de l'ingénieur.